Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 21 janvier, je vous propose tout d'abord de revenir sur la situation de ces derniers jours en Corée du Sud, où le président destitué en décembre, Yoon Suk-yeol, a finalement été arrêté mais refuse toujours de coopérer lors des interrogatoires avec les enquêteurs. Nous irons aussi en Thaïlande, où les autorités s'inquiètent des retombées du trafic humain sur le secteur du tourisme, après que de nombreux cas de personnes victimes piégées en Thaïlande et vendues en Birmanie ont été révélés dans plusieurs médias. Vanuatu également, où nous reviendrons sur les récentes élections législatives anticipées qui se sont tenues la semaine dernière dans l'archipel. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique en Indonésie, où le gouvernement a récemment lancé la première phase d'un ambitieux programme de repas gratuits pour les écoliers et les femmes enceintes. En Corée du Sud, l'ex-président Yoon Suk-yeol, destitué le mois dernier après avoir déclaré la loi martiale le 3 décembre, a finalement été arrêté mercredi dernier. Mais le président déchu a depuis refusé à 4 reprises de se présenter devant les enquêteurs pour répondre à leurs questions et un d'eux a déclaré considérer une convocation forcée pour obliger Yoon Suk-yeol à coopérer. Le quotidien sud-coréen Korea Herald a indiqué hier qu'une équipe d'enquêteurs avait aussi tenté de fouiller sa résidence et le bureau des services de sécurité présidentiels afin de récupérer les films des caméras de surveillance et d'en savoir plus sur les allées et venues dans ces lieux avant et après la déclaration de la loi martiale le mois dernier, acte pour lequel Yoon Suk-yeol est soupçonné d'insurrection et d'abus de pouvoir. Mais la police et les enquêteurs ont dû se retirer face à l'opposition des forces de sécurité présidentielles qui affirmaient que la procédure contrevenait au code pénal. Dimanche à 3h du matin heure locale, des manifestants pro-Yoon Suk-yeol ont pris d'assaut le tribunal de Séoul après que ce dernier a prononcé la prolongation de la période de détention de l'ex-président, justifiant sa décision par un risque réel de destruction des preuves. Certaines personnes ont pénétré dans le bâtiment et se sont attaquées aux vitres et aux caméras de surveillance, avec comme bilan 86 personnes arrêtées suite à l'incident. Le quotidien sud-coréen a précisé que l'ex-président devrait être inculpé au début du mois de février, avant l'expiration du délai de détention le 7 février. Mais la date pourrait encore être repoussée si Yoon Suk-yeol réclame que le tribunal examine la légalité de son arrestation. La récente médiatisation de plusieurs cas de Chinois, de Hongkongais ou encore de Taïwanais victimes de trafic humain en Thaïlande et en Birmanie inquiète les autorités thaïlandaises qui craignent que la dégradation de l'image de la Thaïlande comme destination touristique de premier choix n'impacte négativement le secteur du tourisme. Le problème du trafic humain en Asie du Sud-Est est pris très au sérieux à Hong Kong, où le chef de l'exécutif John Lee s'est exprimé en personne sur le sujet ce matin, confirmant le sauvetage d'un autre ressortissant hongkongais détenu pendant 4 mois dans un parc dédié aux escroqueries au Myanmar. Le chef de l'exécutif hongkongais a précisé que le gouvernement de Hong Kong avait reçu depuis le milieu de l'année dernière 28 demandes d'aide pour porter secours à des ressortissants hongkongais kidnappés et forcés à travailler pour des groupes d'escroquerie par internet ou par téléphone au Myanmar. Pour l'instant, ce sont 18 personnes qui ont pu être secourues, mais 10 restent encore détenues sur place. Le cas qui a le plus été médiatisé est sans doute celui de l'acteur chinois Wang Xing, secouru après avoir été porté disparu début janvier en Thaïlande, où il s'était rendu pour tourner dans un film avant d'être emmené près de la frontière avec la Birmanie et vendu à un groupe d'escroquerie en ligne. Alors que la Thaïlande est devenue un lieu de passage privilégié pour ces réseaux de trafic humain qui acheminent ensuite les victimes au Myanmar, la première ministre thaïlandaise Paetongtarn Shinawatra a déclaré mardi dernier que le gouvernement devait, je cite, « gérer cela bien afin que cela n'impacte pas le tourisme en Thaïlande ». La chef du gouvernement s'est exprimée sur le cas de l'acteur chinois, indiquant que cette histoire avait eu des répercussions, je cite, « disproportionnées sur les réseaux sociaux chinois, faisant passer la Thaïlande pour un pays dangereux ». Or, l'économie thaïlandaise dépend beaucoup du secteur du tourisme, et le pays a accueilli en 2024 35,5 millions de touristes étrangers, dont 6,7 millions étaient originaires de Chine.
La première ministre a affirmé que le gouvernement coopérait étroitement avec l'ambassade chinoise pour améliorer la compréhension sur le sujet, car il semble que l'impact sur le secteur du tourisme soit déjà là. En effet, le ministre du Tourisme et des Sports, Sorawang Tianton, a aussi déclaré espérer que tout impact sur le tourisme sera de courte durée. Mais je vous propose de parler plus en détail de ce phénomène de trafic humain entre la Thaïlande et la Birmanie dans le décryptage du vendredi. Les premiers résultats non officiels des élections législatives anticipées au Vanuatu sont désormais disponibles, 5 jours après la tenue du scrutin et 1 mois après le tremblement de terre meurtrier qui a secoué l'archipel et déplacé la date du vote. Aujourd'hui a débuté le décompte officiel et la vérification des résultats des bureaux de vote, le président de la commission électorale du Vanuatu, Edward Kaltamat, ayant indiqué que la commission annoncerait les résultats officiels dans les 21 jours qui suivent la date du scrutin du 16 janvier. Les résultats provisoires apportés par Radio New Zealand indiquent que la majorité des 52 députés ont été réélus, mais que certains députés renommés ont toutefois perdu leur siège. A notamment échoué à être réélue la seule femme députée au sein du Parlement monocaméral du Vanuatu, la députée de la circonscription d'Efate, Julia King. Le quotidien Vanuatu Daily Post a indiqué que des négociations étaient déjà en cours en vue de la composition du nouveau cabinet et pour la nomination du nouveau Premier ministre. Le parti des dirigeants semble en bonne position pour dominer le gouvernement en s'assurant déjà 9 sièges au sein du Parlement, suivi du mouvement de réunification pour le changement avec 6 sièges qui semblent assurés. Notons que le Parlement du Vanuatu comprend 52 sièges pourvus pour 4 ans, avec 1 à 7 sièges pour chacune des 18 circonscriptions. Après les élections législatives, les nouveaux députés doivent choisir un nouveau Premier ministre ou bien renouveler leur confiance dans le Premier ministre sortant. Mais ces élections étaient des élections anticipées et se sont tenues suite à la dissolution du Parlement par le président le 18 novembre dernier, alors que le gouvernement était visé par une double motion de censure. Le quotidien Daily Post a rapporté que le député Robert Bone, élu pour la 2e fois dans la circonscription d'Epi, s'était d'ores et déjà positionné en adressant une lettre à tous les députés pour leur demander de considérer sa candidature au poste de Premier ministre. Mais le fondateur du Vanuatu Progressive Development Party a peu de chances de l'emporter, car c'est pour l'instant le seul député de son parti qui a réussi à être élu lors du scrutin. En Indonésie, un ambitieux programme de repas gratuits pour les écoliers a débuté la mise en œuvre de sa première phase le 6 janvier dernier. Le programme, financé par un budget d'environ 4 milliards d'euros pour l'année 2025, vise non seulement les écoliers, mais aussi les femmes enceintes et les femmes allaitantes, ainsi que les nourrissons. Parmi les objectifs, mettre fin à terme au retard de croissance dû aux carences alimentaires dans ce pays où le taux de retard de croissance était de 21,5% en 2023. Le gouvernement ambitionne de faire descendre ce taux à 14,2% d'ici à 2025. L'agence de presse indonésienne Antara a rapporté vendredi les propos du chef de l'Agence nationale de nutrition, Dadan Hindayana, qui a indiqué que 238 unités du programme étaient déjà opérationnelles dans 31 provinces, servant environ 650 000 élèves, femmes et nourrissons. Le chef de l'agence a affirmé en conférence de presse que l'objectif du programme était de pouvoir servir 3 millions de personnes d'ici à avril et 6 millions d'ici août, avec 5 000 unités de cuisine d'ici le milieu de l'année. Le programme en question est une initiative phare du gouvernement du président Prabowo Subianto qui a lancé 8 grands programmes visant à investir dans les générations futures, selon ses propos. La mise en œuvre de ce programme pose des défis logistiques importants et nécessite d'augmenter les capacités de production agricole. Le ministre de la Programmation du Développement national a déclaré que les repas devaient être ajustés en fonction des cultures principales de chaque région, avec des sources de féculents alternatives telles que le sago, le maïs ou les patates douces, avec comme objectif de réduire la consommation et la dépendance au riz. L'agence de presse a indiqué que 1000 personnes avaient été nommées pour diriger ces unités de cuisine et avaient reçu une formation à l'Université de la Défense d'Indonésie. Ces personnes seront ensuite dispatchées dans des cuisines opérationnelles et travailleront en coopération avec un nutritionniste et un comptable, avec comme mission de surveiller la qualité des repas et le respect des critères nutritionnels. Le président Prabowo a suggéré l'implantation de fermes de poules pour sécuriser l'approvisionnement en œufs, une source de protéines indispensable pour les repas des écoliers. Le but final est de nourrir 82,9 millions de personnes à travers tout l'archipel indonésien.
Le Japon s'est même engagé à participer au programme puisque le Premier ministre Shigeru Ishiba, qui a rencontré le président indonésien lors de sa visite près de Jakarta le 11 janvier dernier, s'est engagé à aider l'Indonésie en formant du personnel et en améliorant les secteurs indonésiens de la pêche et de l'agriculture. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.